Le mécontentement des syndicats de la santé, le gouvernement ne respecterait toujours pas la législation en matière de retenue de salaire. Malgré les engagements pris, des agents de santé grévistes subissent toujours des coupures de salaire abusives, d'après la F Santé qui est sortie de ses gonds hier soir. Dans la province du Yaga, les cantines scolaires manquent de vivres, la dotation de l'État ne couvrant que 3 mois de cours. Certains élèves se voient obligés de migrer vers les sites d'orpaillage, une situation que le cadre de concertation des ONG et associations œuvrant dans le domaine de l'éducation de base veut prendre à bras-le-corps. Un projet est initié dans ce sens. Le retour des négociations entre l'unité d'action syndicale et le gouvernement, un mémorandum contenant des propositions de sortie de crise et un chronogramme de discussion a été remis lundi au premier responsable de l'UAS. La démarche du Premier ministre est saluée par les syndicats qui toutefois n'entendent pas céder sur la question de l'UTS. Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. L'unité d'action syndicale n'entend donc pas lésiner sur la question de l'UTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires à l'origine du blocage des négociations avec le gouvernement. C'est dire combien les discussions qui vont bientôt reprendre entre les deux parties s'annoncent houleuses, quoi qu'on ne connaisse pas la teneur des propositions que l'exécutif a adressées lundi au syndicat. Justin Amontou. Sur la question de la suppression ou non de l'impôt unique sur le traitement des salaires, le gouvernement burkinabé et l'unité d'action syndicale UAS reprennent les discussions. La partie gouvernementale a voulu, à travers cette rencontre, mettre à la disposition de l'UAS des documents pour analyse. Aujourd'hui, l'objectif n'était pas d'entamer des discussions, mais c'était de transmettre donc un certain nombre d'éléments, de documents et une proposition de chronogramme de reprise des discussions. Donc nous attendons justement que l'UAS examine ces documents qui ont été transmis et que l'unité d'action syndicale fasse un retour au Premier ministre afin que nous puissions reprendre les discussions entre le gouvernement et les syndicats. Donc je ne peux pas dire qu'il y a de l'espoir. Ce qui est sûr, c'est que les deux parties se sont rencontrées et donc on attend la suite. Vous serez informés de la suite. L'UAS, qui a répondu à l'invitation du Premier ministre Christophe-Marie Dabiré, salue la démarche du gouvernement. Cependant, sa position reste inchangée sur la question de l'IUTS. Elle maintient sa demande d'annulation sur cet impôt sur les primes et indemnités dans le privé et le parapublic. Nous faisons des propositions à l'endroit du gouvernement qui permettent de dire que c'est bel et bien faisable. Parce que quand nous prenons la question de recouvrement des taxes au niveau des mines et bien d'autres sociétés, vous avez vu vos collègues au niveau de la presse, que ce soit l'économiste du FASO, que ce soit le dernier numéro de l'événement, qui a indiqué que nous avons eu une perte de 551,13 milliards. Donc de ce point de vue, si on veut véritablement l'argent pour développer le pays, ce n'est pas sur les maigres ressources des travailleurs qu'il faut compter. On va analyser les propositions, on va rencontrer la base et on va revenir au gouvernement, dire ce qui est faisable, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Voilà comment nous agissons. Dans le dossier remis par le gouvernement à l'UAS figure également un chronogramme de discussion. Le signe peut être que le dialogue va s'installer durablement entre les deux parties. On croyait l'affaire close après la rencontre le 19 novembre dernier entre le ministre de la fonction publique et les syndicats de la santé. Mais non, les coupures, je cite, abusives de salaire se poursuivent d'après les syndicats. Face à la presse hier soir, la F Santé n'a pas mâché ses mots. Elle parle d'acharnement à l'égard des agents de santé et appelle le gouvernement à respecter les textes de loi. Roméo Kweta. Nous n'avons pas connaissance des coupures abusives de salaire depuis 3 mois en violation des tests en vigueur. La F Santé, la Fédération des syndicats de la santé, ne compte plus subir une telle situation qu'elle qualifie d'injustice. Bien que le ministre de la fonction publique promettait le 19 novembre dernier la réparation du tort, le syndicat dit constater que rien n'y fit à la fin de ce mois de novembre. Des agents ont une fois de plus vu leur salaire coupé. Cet agent certifié par son chef de service a fait 0 jour de grève, il a été coupé. Certains ont fait simplement 5 jours. Tous ceux-ci n'ont pas observé de grève certifiée par
responsable du service, le responsable hiérarchique, ont été coupés pour 105 jours. Nous disons que pour plus de 10 000 agents coupés, le mois qui suivait, l'administration elle-même a reconnu qu'elle s'est trompée sur 800 agents dont elle a rétabli le salaire. Vous conviendrez avec nous que couper les salaires et immédiatement le mois se tromper sur 800 personnes, c'est assez grave. Près de 300 agents de santé auraient déjà été victimes, alors que la législation en vigueur est le principe du 30e indivisible, ce qui signifie que les retenues de salaire se font sur les jours pendant lesquels l'agent n'a pas travaillé et non sur tout le mois. Pourtant, ce qui est appliqué aux agents de santé serait le principe du mois indivisible, qui veut que même si l'agent grève pendant un jour, on lui coupe un mois de salaire. La F-Santé dénonce un acharnement et ne compte pas rester les bras croisés si la situation perdure. Le traitement des salaires, c'est entre le 5 et le 10. Aujourd'hui, on est au 3. S'il n'y a pas de diligence, les gens seront coupés en décembre et on n'acceptera pas cela. Au regard de tous ces éléments, on n'acceptera pas. Il est bien vrai qu'on est dans un domaine sensible. Il est bien vrai qu'en décembre, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de risques. C'est la période de la méningite. Mais il faudrait que nous-mêmes nous vivions pour soigner les malades. Vous avez des fonctionnaires dont on coupe 55% du salaire, la quotité cessible, qui avait un prêt en banque équivalent à la quotité cessible, qui se retrouve à devoir à la banque moins 10%. Depuis octobre, vous voulez qu'ils vivent comment? Ils aillent même au travail comment? Le syndicat invite le gouvernement au respect strict de la législation en vigueur, faute de quoi la trêve sociale tant souhaitée par la partie gouvernementale restera une vue d'esprit. Pour se faire entendre, aucune voix n'est exclue, y compris la voix judiciaire à entendre, la F-Santé. Le regroupement des commerçants du Kadiogo, lui, s'insurge contre le syndicat national des commerçants du Burkina. Le Sinat Kombe aurait failli dans sa mission de facilitation de l'accès des commerçants au crédit. Depuis 2014 que le processus est en cours, rien n'y fit. Le RCK réclame aujourd'hui sa mise de base. Majid Bakouan, Archimède Boy. Le torchon brûle entre le groupement des commerçants du Kadiogo, RCK, et le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinat Kombe. En 2014, les commerçants des marchés Zeya ont été approchés par les agents du Sinat Kombe pour leur faire cotiser afin de faciliter des prêts dans des banques de la place. Une affaire qui n'a pas marché selon les commerçants. Mazou Saré et ses camarades réclament leur argent encaissé par le syndicat national des commerçants du Burkina. Ils sont envahis, ils sont venus dans nos marchés prendre de l'argent. Et ils nous ont proposé des prêts. Voilà. Donc, après avoir discuté avec nous, nous aussi on a vu que c'est une bonne occasion. Voilà. Donc, nous on a payé. Par exemple, si tu donnes 20 000 francs, tu as droit à 100 000. Ou bien si tu donnes 100 000, tu as droit à 500 000. Comme ça, exemple. Voilà. Donc, nous aussi, nous les commerçants, comme nous on n'a rien, nous débrouillons dans nos boutiques. Nous, on a vu que c'est une belle occasion. Donc, on a payé. Donc, maintenant, après, nous, on a constaté que, après, c'est silence radio. Nous, on a donné notre argent, ça vaut 5 ans. Donc, nous, on sait que si quelqu'un prend ton argent depuis 5 ans, il ne peut même pas te donner 5 francs pour faire quelque chose. Ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons notre argent. Pire et simple. On ne veut plus les prêts. Voilà, c'est de l'argent, nous. Le regroupement des commerçants du Kadiogo réclame simplement son dû. Il menace de saisir les autorités judiciaires si toutefois rien n'est fait. Si le syndicat nous communiquait, par exemple s'il disait que j'ai pris votre argent en voulant vous donner des prêts, mais vraiment nous on a des problèmes, ceci, cela. Si c'est comme ça, il n'y a même pas de problème. Mais vous prenez l'argent des gens, des pauvres commerçants, qui ne peuvent même pas avoir à manger. Et puis vous bloquez ça. Et puis vous faites votre affaire. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un pays de droit. Si nous ne pouvons pas, si eux ils ont la force pour nous faire la force, nous aussi, on peut accéder aux autorités compétentes, comme la justice. Selon les conférenciers du jour, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été encaissés par le Sinat Kombe. Si rien n'est fait, ils annoncent des séries de manifestations.
Des établissements scolaires transformés en lieux de commerce, la question fâche à l'Assemblée nationale et suscite des interrogations. Le ministre en charge de l'Éducation nationale a dû répondre hier soir à toutes ces interrogations. La séance des questions orales était consacrée également au phénomène des stations d'essence anarchiques. Abdoulaziz Sarré. Dans la ville de Ouagadougou, tout comme dans plusieurs villes du Burkina Faso, l'on assiste à la création anarchique de stations d'essence. Certaines stations sont même implantées près des concessions, exposant ainsi des familles à des dangers. Une situation préoccupante pour les députés à l'Assemblée nationale qui posent des questions. Ils veulent savoir ce que le gouvernement entreprend pour stopper ce phénomène. À la lumière donc des préoccupations et des inquiétudes qui ont été soulevées, nous avons dit que, étant donné que nous travaillons sur l'évolution des textes dans le domaine, nous allons prendre en compte l'ensemble des préoccupations pour que les préoccupations qui ont été soulevées, qui ont un seul objectif, celui donc de prémunir donc des catastrophes au regard donc de souvent la proximité donc des stations avec des lieux d'habitation, que ces préoccupations puissent être prises en compte et que l'ensemble des contrôles que nous allons effectuer, nous constatons effectivement donc qu'il y a donc des choses qui sont faites et qui ne respectent pas la réglementation, que nous puissions en tout cas les corriger assez rapidement. Parce que lorsque les questions sont soulevées, nous regardons sur la réglementation actuelle nous permet donc de combattre donc les différents fléaux. Nous regardons sur dans le processus en tout cas d'attribution des différents terrains pour faire les stations, est-ce que les choses ont été respectées et s'il y a lieu de faire évoluer les dispositions réglementaires et s'il y a lieu d'agir au cas par cas, nous devrons le faire parce qu'à la fin de la journée, c'est la sécurité de la population qui est en jeu. En plus de la question des stations anarchiques, un autre fait a également attiré l'attention des parlementaires en cette séance plénière. C'est celui de la transformation de certains établissements scolaires en des lieux de commerce par des individus. L'exemple pris ici par les députés est celui du CB9 de Do dans les Hauts-Bassins où 2 boulangeries ont été construites dans la cour du dit établissement. À ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro s'est voulu clair et rassurant. On a déjà un décret de 2016 qui définit un certain nombre de procédures et d'actions à prendre pour mettre fin au phénomène et qui implique le ministère de l'Éducation, mais aussi le ministère en charge de l'administration territoriale, celui en charge de la sécurité et celui en charge des finances, donc pour travailler à lutter contre ce phénomène. Donc, ce que nous faisons, nous sensibilisons et nous discutons avec les responsables des collectivités territoriales pour qu'ils prennent des textes, donc des actes qui sécurisent vraiment les domaines scolaires. Donc ça, c'est le cas. Et ça permet déjà, dès que le domaine est violé, qu'on puisse agir sur le plan juridique, sur le plan de la répression pour pouvoir le faire. L'autre sujet majeur qui devrait être abordé au cours de cette séance plénière concernait le recrutement des volontaires lancé par le président du Faso. Mais il a été reporté à une date ultérieure. Une école érigée en commerce à dos dans les Hauts-Bassins, dans la province du Yaga, dans le Sahel. C'est le dysfonctionnement des cantines scolaires qui pose problème. Les dotations en vivres du gouvernement ne couvrent que 3 mois sur 10 que dure l'année scolaire. La situation pousse certains élèves vers les sites d'orpaillage artisanaux. Et quand on sait le danger qu'il y a dans ces zones, on comprend l'inquiétude des ONG et associations œuvrant dans le secteur de l'éducation qui veulent endiguer le phénomène à travers le projet dénommé « Les enfants sont l'or du Burkina ». Roméo Kueta. Dans les établissements scolaires de la province du Yaga dans le Sahel, la dotation de l'État en vivres pour les cantines scolaires ne couvre que 3 mois, selon les responsables de l'éducation de base de la province. C'est donc 7 mois de galère pour les élèves de cette partie du pays avant la fin de l'année académique. Le PAM, le Programme alimentaire mondial qui soutenait le gouvernement dans la gestion de ces cantines scolaires, s'est retiré en 2016. Une situation difficile qui pousse en partie les enfants vers les sites d'orpaillage artisanaux présents dans toutes les communes de la province. C'est vraiment une véritable menace. Et je prends même un exemple terre à terre. Par exemple, cette année, à la fermeture des sites olivers, il y a beaucoup de parents qui se sont dit, en tout cas ce qu'ils ont vu cette année, c'est vraiment des leçons qu'ils n'ont jamais connues, puisqu'ils sont dans les sites depuis très longtemps, mais cette année, on est venu à un certain moment, on a fermé les sites et tout un chacun est reparti pour cultiver. C'est pour lutter contre ce phénomène que le projet intitulé « Les enfants sont l'or du Burkina » a vu le jour en 2018. C'est un projet qui s'est fixé pour ambition de faire sortir les enfants des sites d'orpaillage
pour les amener vers les centres d'éducation. Le projet est mis en œuvre par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Il s'agit dans un premier temps de combler le déficit de vivres des cantines scolaires. Nous voulons regarder, il y a la dotation de l'État, il y a la dotation de projets, il y a la dotation des parents. Comment planifier l'ensemble de ces dotations pour que nous puissions démarrer du début jusqu'en fin d'année? Pour la contribution des parents, les participants proposent la cantine endogène. La cantine endogène, c'est récolter auprès des communautés des vivres, du haricot, du petit mil, tout ce que l'enfant mange à la maison, on peut collecter et puis amener à l'école pour qu'on puisse ajouter à la dotation de l'État pour pouvoir nourrir les enfants. L'association des parents d'élèves des écoles de la province du Yaga approuve l'idée. L'initiative sera encadrée par le ministère en charge de l'éducation. L'autre phénomène qui constitue un frein à la réussite scolaire des enfants au Burkina Faso, des filles en particulier, c'est le mariage précoce. 52% de filles mariées avant l'âge de 18 ans. L'ONG Voix de Femmes tire la sonnette d'alarme. Madina Sinou. 52% des filles au Burkina Faso sont mariées avant l'âge de 18 ans et 10% avant l'âge de 15 ans, selon les résultats de l'enquête démographique de santé de 2010. Ce taux de prévalence classe le pays au 5e rang mondial en matière de mariage d'enfants. Pour l'ONG Voix de Femmes, cette pratique viole les droits des enfants et il faut impérativement l'abandonner. Dans cette quête d'abandon, une journée d'information et de plaidoyer sur la problématique du mariage des enfants au Burkina Faso est organisée à l'intention des élites locales, notamment des conseillers municipaux de Ouagadougou. C'est conscient du rôle capital que vous jouez dans le changement de comportement communautaire que notre organisation se propose de repositionner votre place de conseillère municipale dans cette lutte et de faire par conséquent de vous des alliés stratégiques. En tant que femme, mère de famille, leader politique et quelquefois victime directe ou indirecte de cette pratique, vous êtes sans contexte les principaux leviers pour impulser le changement de normes sociales et communautaires indispensables à l'élimination totale de cette pratique dans notre pays. Le Burkina Faso a ratifié des instruments juridiques internationaux, lui faisant obligation de réfléchir à des actions visant à éliminer certaines pratiques qui violent les droits des enfants. Cette rencontre permettra d'outiller ses conseillers municipaux sur ces instruments juridiques. Nous allons échanger avec elle sur d'abord qu'est-ce que c'est que le mariage des enfants, parce qu'il y a un certain nombre d'instruments que le Burkina a ratifiés et qui fixent donc l'âge, un âge minimum pour définir l'enfant. Et donc nous allons échanger sur la notion de l'enfant. Nous allons également échanger sur qu'est-ce qu'on entend par mariage d'enfants et quels sont un peu les différents types de mariage d'enfants qui existent au Burkina, quelles sont également les causes ainsi que les conséquences. Et surtout, nous allons revenir sur le nouveau code pénal qui vient d'être adopté et qui définit un certain nombre, qui définit en tout cas un certain nombre d'articles sur cette question de mariage d'enfants. 25 conseillers municipaux au total prennent part à cette journée de sensibilisation et de plaidoyer sur la problématique du mariage des enfants au Burkina Faso. Au sortir de cette rencontre, ces élus locaux devraient pouvoir contribuer à travers leurs actions à des changements d'attitude et de comportement au sein de leur communauté. Le mariage précoce, une violence faite à la jeune fille que l'IPBF combat depuis des années au même titre que toutes les autres formes de violence basées sur le genre. L'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme est en action depuis le 25 novembre dernier dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Mamouna Takabouri.
L'excision, le mariage forcé ou précoce, les violences physiques, verbales ou morales, c'est à ces mots qui freinent le développement des femmes et des filles et leur barrent la route du bien-être que les 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes veulent s'attaquer cette année. 16 jours pour mettre fin aux violences faites aux femmes. L'IPBF, l'initiative Panantougri pour le bien-être de la femme, ce réseau de jeunes féministes de l'Afrique de l'Ouest francophone est debout depuis ce 25 novembre et elle a sa stratégie qu'elle met en œuvre pour que prennent fin ces barbaries que subissent l'autre moitié du ciel. Nous avons décidé d'avoir un plan commun et de commencer nos activités au Burkina Faso. Et de retour dans les différents pays, chacun pourra poursuivre les activités à son niveau. C'était surtout de porter l'information au maximum. Donc, c'est de travailler à la sensibilisation et de partager des messages forts. Et en rapport aussi aux différents principes, il nous faut être solidaires des victimes. Et pour cela, nous avons été au niveau d'une structure, l'association de défense des droits des aides domestiques et des aides ménagères. Nous sommes allés voir ces filles-là, nous avons échangé avec elles. Et en plus de cela, nous avons été voir les femmes qui sont victimes de discrimination de Saluka. Au nombre des activités figure aussi une campagne digitale qui consiste à publier chaque jour un visuel avec un message fort sur Twitter. Dans cette lutte vers l'abolition des violences faites aux femmes, les activistes déplorent le manque de statistiques qui ne permet pas de quantifier les acquis. C'est le cas par exemple du Burkina Faso. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup à faire concernant les violences faites aux filles et aux femmes. Nous avons le cas de l'excision, le cas du mariage des enfants et ce n'est pas le seul. Il y a l'harcèlement, il y a les violences physiques, il y a les violences verbales et il y en a beaucoup. Et au niveau du Burkina, nous avons un gros souci parce qu'on n'a pas réellement d'études faites avec des statistiques sur les violences basées sur le genre au Burkina. Donc il faudra d'abord qu'on commence à remédier à cela pour avoir les chiffres exacts que nous allons partager avec vous. Ces 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes ont été lancés en 1991 par des militants du premier Institut international pour le leadership des femmes. Depuis, ils commencent tous les 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, jusqu'au 10 décembre, journée des droits de l'homme. C'est une campagne internationale qui appelle l'ensemble des composantes de la communauté internationale à joindre leurs forces pour faire face à la pandémie mondiale de la violence à l'égard des femmes et des filles. Direction les Hauts-Bassins où le Fonds d'intervention pour l'environnement est à la recherche de solutions pour une meilleure exécution de ses projets. Un forum a réuni les promoteurs du Grand Ouest à Bobo-Dioulasso dans le cadre du 3e appel à projet du FIE. Soto Justin Dadiri. Le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE connaît un certain nombre de difficultés dans l'exécution de ses projets. Difficultés relatives à la budgétisation des projets, à la prise en compte des projets dans les budgets communaux, à la collaboration avec l'administration financière. La rencontre de Bobo-Dioulasso va permettre aux acteurs de mise en œuvre des projets FIE, que sont les collectivités territoriales et la direction générale du FIE, d'échanger sur les difficultés rencontrées afin de trouver des solutions pour une meilleure exécution des projets. Et nous avons estimé, au regard du suivi, évaluation qui est fait sur le terrain récemment, qu'il y a nécessité de rencontrer les promoteurs dans leur ensemble, dans toutes les régions, pour échanger sur les difficultés que vivent les promoteurs, les difficultés au niveau de la mise en œuvre, les difficultés au niveau du Fonds d'intervention pour l'environnement. Et nous allons ensemble regarder, à travers ce diagnostic qui a été fait, apporter des éléments de réponse. L'une des solutions proposées par le FIE est l'élaboration d'un référentiel. Un référentiel de traitement des différents rapports qui permet au projet d'être viable une fois au Fonds d'intervention pour l'environnement. Il est attendu de ce forum que des mécanismes de la mise en œuvre des projets soient trouvés et que les imperfections qui retardent l'exécution des projets financiers soient corrigées. Je me réjouirai à terme que nous arrivons en tout cas à trouver des solutions adaptées et diligentes pour une mise en œuvre réussie des projets. Donc ce serait vraiment arriver ensemble à regarder là où ça
ça ne marche pas et apporter des réponses adaptées pour que nous arrivions en fin d'année avec un bon taux d'exécution des projets. Le forum des hauts bassins se déroule sur l'œil vigilant du ministère en charge de l'environnement, pour qui le fonds d'intervention pour l'environnement est le bras financier. Lorsque nous avons fait le tour, nous avons constaté qu'il y a un véritable engouement autour de cet instrument. Et les résultats aujourd'hui vont pouvoir nous situer sur les conduites à tenir. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de dire on va continuer le financement. Non, il faudrait d'abord s'asseoir sur de bonnes bases et voir le financement passé, ça a servi à quoi? Est-ce que réellement ça produit l'effet escompté? Si oui, on avance. Sinon, on règle pour pouvoir avancer. 197 projets ont été sélectionnés dans le cadre du 3e appel à projets du Fonds d'intervention pour l'environnement FIE lancé en juin 2017. Des projets financés à hauteur de 2 milliards de francs CFA, 1,5 milliard de francs CFA financés par des partenaires techniques et 500 millions de francs CFA par l'État burkinabé. La dégradation de l'environnement au cœur des 13e journées des producteurs du Kourouégo à Boussé les 28, 29 et 30 novembre dernier. L'association Tendialgré, initiatrice de l'événement, a mis les acteurs du monde rural face à leurs responsabilités en matière de protection des ressources naturelles. Majid Bakouan, Mamounata Kabouri. L'association Tendialgré a tenu le pari de l'organisation de la 13e édition des Journées des producteurs du Kourouégo. Les fils et filles de la localité n'ont pas manqué à l'appel de l'association du 30 novembre. Les paysans et producteurs sont venus exposer leurs produits à Boussé, chef-lieu de la province. Cette année, les journées sont placées sous le thème « Acteurs du monde rural à la dégradation des ressources naturelles, enjeux et perspectives ». L'impact de cette 13e édition-là, vous voyez que c'est le moment qu'on a commencé et l'exposition qu'on regarde comme ça, on n'a pas des exposés de qualité, bon, on n'a pas des produits. Choses comme ça. En fait, il n'y a pas de créativité. Hein? Est-ce que vous voyez? L'agriculture même, ce n'était pas ça. Ce n'était pas professionnel, quoi. Maintenant, on est en train de voir que c'est vraiment professionnel. Nous sommes présents ici pour accompagner ATI, qui chaque année œuvre à avoir une journée et avoir un regard sur ce que font le monde rural, qui abat un travail énorme quotidien pour nourrir la population de la province, de la région et au-delà même du Burkina entier. Les journées des producteurs du Kourouégo sont un tremplin pour la valorisation des produits locaux et la promotion de leur compétitivité. À l'occasion, 50 hommes et femmes œuvrant dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture ont été récompensés. Nous avons vu tout ce qu'il y a comme tissu. Nous avons également vu tout ce qui a été exposé et qui concerne l'élevage des poules, l'élevage également des moutons. Je crois qu'on a vu pas mal de choses ici qui relèvent en tout cas des produits agricoles et je crois que c'est une très bonne chose. Et les prix qui ont été donnés ici après les compétitions entre les producteurs ont permis également de galvaniser cela et de permettre à tous ceux qui n'ont pas eu de prix de faire davantage la prochaine fois, mais de manière saine pour que la population soit saine en mangeant des aliments sains. Et c'est donc pour nous un plaisir d'être là et de partager avec l'ensemble de la population du Kourouégo ce qui a été ici exposé. Outre la compétition interproducteurs, plusieurs autres activités ont marqué cette 13e édition, dont des conférences de base et des sensibilisations sur la dégradation des ressources naturelles. Si je fais ceci, les gens diront cela. Si je dis ci, les gens diront ça. Et vous voici bloqués, stoppés dans votre élan, malheureux tout simplement, parce que vous avez peur du regard, du jugement d'autrui. Mais il est clair que les gens trouveront toujours à redire, quoi que vous fassiez et quoi que vous disiez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Alors vivez votre vie et apprenez à vous exprimer sans regarder les autres, car vos ressentis sont personnels et vous seuls connaissez vos réels besoins
et vos vraies intentions. Sur ce, je vous dis merci et à demain.